Sunday Night Production. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un sujet qui fait débat dans le monde du running, la sieste. Est-elle bénéfique? Peut-elle nous aider à améliorer nos performances ou pas? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. C'est parti. Le sommeil est un élément clé de la performance en course à pied. Mais face au stress quotidien et à l'intensité des entraînements, bien dormir peut vite devenir un véritable défi. Chaque vendredi du 3 au 24 novembre, nous allons vous aider à dormir comme un champion avec l'aide d'un médecin spécialiste du sommeil. Des règles à connaître aux techniques d'endormissement instantané, en passant par les pièges à éviter, préparez-vous à devenir un expert du sommeil. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouvelle capsule autour du sommeil. Chaque vendredi du 3 au 24 novembre, nous allons nous plonger au cœur d'un sujet qui impacte chacun d'entre nous, le sommeil. Vous avez peut-être déjà vécu cette scène. Vous vous êtes réveillé aux aurores pour aller courir avant d'entamer une matinée de travail bien chargée. Et après votre pause déjeuner avec vos collègues, vous sentez une petite lourdeur dans vos paupières. Votre chaise de bureau est en train de se transformer soudainement en un petit lit douillet et vous luttez pour garder les yeux ouverts. Et vous vous demandez si peut-être qu'une petite sieste, ça pourrait être la clé pour retrouver votre énergie et votre forme. Eh bien, si cette situation vous parle, si vous vous intéressez à la sieste et si vous voulez savoir si elle est bonne ou pas quand on pratique la course à pied, eh bien, vous êtes au bon endroit. Et pour nous guider à travers les méandres de la sieste, je suis ravi d'accueillir à nouveau le docteur Yasmine Spitz, psychiatre et expert du sommeil. Salut Yasmine, j'espère que tu vas nous aider un peu à démêler le vrai du faux autour de la sieste. Comment est-ce que tu vas? Est-ce que toi, tu es une pratiquante justement de la sieste à titre personnel? Bonjour Guillaume, alors je pratique pas très souvent, mais parfois effectivement, une petite sieste en début d'après-midi, histoire de retrouver de l'énergie, un esprit plus vif, ça aide. Bon, écoute, on va voir si c'est une bonne chose, parce que les avis divergent quand même, hein. Moi, j'ai déjà entendu du pour et du contre. On va analyser un peu tout ça. Avant de plonger dans le vif du sujet, est-ce qu'on pourrait déjà, en guise un peu d'introduction, essayer de bien définir ce qu'est une sieste? Parce que souvent, moi, j'ai des amis qui dorment, des athlètes professionnels, hein, souvent qui dorment 2-3 heures dans l'après-midi, qui appellent ça une sieste. D'autres, ils me disent non, moi c'est vraiment au bureau, un petit assoupissement de quelques minutes. Et ils disent aussi qu'ils font la sieste. Est-ce qu'il y a un cadre? Comment est-ce qu'on pourrait définir la sieste pour que vraiment ce soit clair pour tout le monde? Alors, la sieste, c'est vraiment un épisode de repos intentionnel, de durée variable, qui se pratique le plus souvent en début d'après-midi, puisque c'est le moment où on a une baisse de vigilance physiologique, donc c'est le plus facile pour s'endormir. Et il existe différents types de siestes. Alors, effectivement, ça peut aller de 5 minutes, de quelques minutes, pour ceux qui arrivent à s'endormir le plus rapidement, à généralement 1h30, un cycle de sommeil. Après, quand on parle de sieste de 3 heures pour des sportifs avec des niveaux de sport intense, c'est vrai que ça peut, mais il faut voir est-ce que leur nuit de sommeil est suffisante. Enfin, voilà, c'est des concepts un peu différents. Bon, maintenant qu'on a les idées un peu plus au clair, j'aimerais qu'on passe aux choses sérieuses. La sieste, de manière générale, est-ce qu'elle est bénéfique pour tout le monde? Parce que généralement, à qui on recommande de dormir? C'est souvent aux enfants, c'est souvent aux bébés, aux enfants, aux personnes jeunes. Il y a aussi un peu plus les personnes âgées qui s'endorment, aiment bien faire un petit roupillon devant le Tour de France. Je pense qu'on l'a tous vécu chez nos grands-parents ou devant un peu la série de l'après-midi. Et c'est vrai qu'on recommande souvent aux enfants et aux personnes âgées de faire la sieste. Est-ce qu'elle est bénéfique que pour ces deux tranches de la population? Alors non, elle n'est pas bénéfique que pour eux. Pour eux, elle est bénéfique parce que c'est vrai que du coup, on a un plus de fractionnement au niveau du sommeil, chez les personnes âgées aussi. Donc c'est vrai que c'est bien de faire une sieste pour compenser le sommeil qu'il n'y aura pas eu dans la nuit du fait d'un fractionnement supplémentaire. Mais après, elle peut être utile pour tout le monde, qu'on soit en dette de sommeil ou pas. Quand on est en dette de sommeil, quand les nuits ne sont pas suffisantes, effectivement, ça va être d'autant plus important de pouvoir faire une sieste pour compenser, pour récupérer. Mais même pour des gens qui ne seraient pas en dette de sommeil, parfois une petite sieste courte en début d'après-midi va redonner un coup de peps, booster le corps et l'esprit. Alors, plutôt qu'avoir un avis pour ou contre, un peu très personnel et finalement qui repose sur pas grand-chose, toi tu es psychiatre, donc j'imagine en tant que médecin, tu as
attache beaucoup d'importance à la littérature scientifique, aux études. Et j'imagine que voilà, dans les sciences du sport, même dans la vie en général, cette question elle a dû être étudiée. Alors est-ce qu'on est capable de dire scientifiquement la sieste, elle est bénéfique ou pas ? Alors, effectivement, le sommeil et les siestes, c'est vraiment un sujet qui intéresse de plus en plus de monde. Donc, on a de plus en plus d'études. Et donc là, j'ai choisi de vous en présenter 4 de types différents. Donc, la première, c'est vraiment une revue systématique qui a été publiée en 2021. Ce qui ressort, c'est que la sieste est faite pour combler un déficit. Quand elle est faite pour combler un déficit de sommeil, elle apporte vraiment de forts bénéfices. Quand elle est faite à visée prophylactique, donc en prévision, juste comme ça en plus, elle apporte aussi des bénéfices, mais qui sont moins flagrants. Donc c'est finalement assez logique. Donc, mais par contre, il ne faut pas se mettre en dette de sommeil volontairement en se disant « Ah, c'est bon, c'est pas grave, je récupérerai avec une sieste », parce que c'est quand même pas le même type de sommeil. L'idéal étant toujours de dormir une bonne nuit de sommeil. Ensuite, il y a une étude vraiment la plus récente, c'est une méta-analyse publiée en 2023. Alors, donc une méta-analyse, en fait, c'est vraiment une méthode statistique qui combine les résultats de plusieurs études indépendantes sur un même sujet dans le but d'obtenir une synthèse quantitative et une compréhension plus précise. On étudie plein d'études. Voilà, voilà, c'est ça. C'est vraiment un ensemble d'études qui sont des études quand même assez puissantes avec une méthodologie correcte. Et comme ça, on peut comparer, voir un peu les forces et les faiblesses et analyser tout ça avec un peu plus de hauteur. Voilà. Donc, cette étude qui a été publiée en 2023 dans le British Journal of Sport Medicine, en fait, elle regroupe 22 études. Et ce qui ressort, c'est que quand les siestes sont pratiquées après une nuit de sommeil normale, quand elle est faite en début d'après-midi, elle améliore les performances cognitives et physiques et réduit la perception de fatigue. Perception, hein, c'est... Oui, la perception. Donc, voilà. Après, c'est... Mais quand même, au niveau cognitif, et ça, c'est important parce qu'on sait que voilà, la pleine conscience, être conscient de ses mouvements, la manière aussi dont on va gérer ses courses, les prises de décision, la fluidité de la foulée, tout ça, ça se passe au niveau cérébral. Et donc là, il y a un vrai gain. Oui, il y a vraiment un vrai gain. Et là, on voit aussi, ce qui montrait, c'est que les bénéfices les plus importants étaient quand la durée de la sieste était de 30 à 60 minutes. Ah, c'est quand même plus long que ce qu'on pense, parce que souvent, on attend un quart d'heure. Voilà, donc après, ça reste un ensemble d'études. Chez des athlètes. Chez des athlètes, ça va être aussi des choses différentes d'une personne à l'autre, puisque ce qu'on sait, c'est que le problème des siestes de 30 à 60 minutes, on va dire 45 minutes, c'est après l'inertie de sommeil. C'est que c'est un peu plus récupérateur que des siestes de 15-20 minutes, mais on met plus de temps à s'en sortir parce qu'en fait, on arrive dans un sommeil profond et donc au moment où on se réveille, on va avoir un temps d'inertie et donc des capacités qui vont être altérées pendant plus longtemps après l'éveil. Donc, chaque type de sieste a ses avantages et ses inconvénients. Oui, c'est vraiment intéressant ce que tu dis. Et puis moi, je rebondis sur quelque chose. Tu nous as dit pour les lambda, on va dire qu'on n'est pas forcément un athlète de haut niveau, la sieste, on a vu des effets positifs voilà, quand on est un peu en dette de sommeil. Et tu as insisté sur ça, mais je me permets de réinsister. Ça peut être, moi je te prenais l'exemple, je me souviens du premier épisode quand on fait des suivis de courses, notamment sur le Grand Raid, on en parlait tout à l'heure, parce que je crois que tu résides pas très loin de l'île de la Réunion, où là, pendant 3 jours, on va pas dormir. Donc effectivement, maintenant qu'on a instauré des micro-siestes, on n'a pas le temps de beaucoup dormir, mais juste 10-15 minutes qu'on répète, on a vu qu'on se sentait mieux. Mais c'est pas quelque chose qui est durable. C'est-à-dire, si moi, par exemple, je me couche tard, je me lève tôt, et que je compte sur la sieste pour justement récupérer de manière durable, là, ça ne fonctionne pas. C'est jamais pour compenser sur le long terme. En tout cas, on va limiter les dégâts, mais ça ne remplacera pas. On ne va pas réussir à avoir un niveau de sommeil optimum en grugeant un peu comme ça. Exactement. On récupérera, ce ne sera jamais aussi bien qu'une vraie nuit de sommeil. En revanche, c'est vraiment un bon complément. Ça aide réellement à compléter un sommeil pendant quelques temps. Alors, on va s'intéresser à où placer la sieste dans un programme d'entraînement, en parlant un peu justement de la durée. Et aussi, quand est-ce qu'on doit la placer ? Parce que, par exemple, en Éthiopie, moi j'ai eu l'occasion de faire un stage en Éthiopie, les coureurs se lèvent assez tôt, ils vont s'entraîner le matin, ensuite ils petit déjeunent, parce que souvent ils ont un café, mais ils ont très peu déjeuner, donc hop, ils prennent, alors c'est pour moi les footings classiques, je parle, des sorties longues, ce genre de choses, pas forcément l'intensité, qui vont petit déjeuner, et ensuite ils vont faire la sieste finalement fin de matinée. Tu vois, c'est assez surprenant. Il y a des personnes aussi qui vont faire la sieste plus à 17h, 18h, parce que c'est là où ils vont commencer à piquer du nez. D'autres, c'est vraiment après manger. Est-ce qu'il y a vraiment un moment idéal, si on doit positionner la sieste,
pour qu'elle soit la plus bénéfique possible? Idéalement, ça va être vraiment en début d'après-midi au moment de la baisse de vigilance et pas trop tard dans l'après-midi pour éviter que ensuite ça diminue la pression de sommeil pour le soir et que ça altère la qualité de la nuit suivante. Donc vraiment, le début d'après-midi est le moment idéal. Maintenant, dans les cas des sportifs de haut niveau qui ont plusieurs entraînements, l'important, c'est que ce soit plutôt entre les deux entraînements. Donc fin de matinée, c'est tout à fait possible. Il y a une étude d'ailleurs de 2023 qui a montré chez des rugbymen que entre ceux qui faisaient une sieste entre les deux entraînements du matin et de l'après-midi, en fait, réussissaient à avoir de meilleures performances sportives sur leur entraînement de l'après-midi, avec aussi une perception de la fatigue moins importante. Donc voilà, vraiment, après, c'est à adapter en fonction de chacun. Globalement, le début d'après-midi, c'est pas mal quand même. Mais ça, c'est intéressant parce que moi, quand je parle à des athlètes de haut niveau qui ont fait une transition, c'est des athlètes de très bon niveau, mais non professionnels parce qu'ils travaillaient à côté, à mi-temps ou à un plein temps. Et quand ils sont passés professionnels, et je leur pose la question, finalement, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que le fait d'être professionnel, tu peux t'entraîner plus? Et ils me disent que non. Ils me disent finalement, même en tant qu'athlète non professionnel, salarié, ils s'entraînaient déjà très intensément, donc ils ne peuvent pas rajouter des séances d'entraînement. Ça va les aider pour les stages, parce qu'ils peuvent partir en stage, 3-4 semaines, ce qu'ils ne pouvaient pas faire quand ils étaient salariés. Et le truc qui revient tout le temps, c'est la sieste. Vu qu'ils doublent, quand ils travaillent, ils ne pouvaient pas faire de sieste le midi. Et là, ils vont toujours pouvoir doubler, faire l'entraînement matin et le soir, ce qu'on appelle le bi-quotidien. Et là, ils vont pouvoir mettre une sieste au milieu. Et du coup, ils ont l'impression que ils ne vont rien changer à l'entraînement, mais ça va être plus efficace. Et donc, ça vient corroborer ce que tu me dis, tout simplement. C'est exactement ça, c'est qu'ils améliorent leur récupération. Et donc, du coup, avec un entraînement pareil, leur entraînement de l'après-midi va être plus efficace. Ils vont mieux récupérer et donc, les performances vont s'améliorer. Parlons maintenant de la durée, parce que ça, c'est une question qui fait débat. Tu vois, avant l'émission, moi, j'ai anticipé que tu vas me dire une bonne sieste, c'est 15-20 minutes, justement, avec tout ce qu'on entend sur les cycles du sommeil et tout. Et là, tu me dis 45 minutes, voire 1 heure. Là, je suis un peu stupéfait. Concrètement, combien de temps doit durer la sieste une fois pour toutes? Vraiment, la sieste idéale, c'est autour de 20 minutes. Plus ou moins 5 minutes. C'est vraiment ça, la sieste idéale, parce qu'elle va permettre une récupération à peu près de redonner un coup de boost sur 1 ou 2 heures. Elle va stimuler les fonctions cognitives, stimuler le physique, etc. Donc, c'est vraiment l'idéal. Maintenant, il y a des gens qui vont réussir à dormir 30-45 minutes et malgré une inertie au réveil, ça va pas trop les gêner, ils n'ont pas besoin d'être efficaces dans l'heure qui suit, et dans ces cas-là, il n'y a pas de souci, ça va régénérer un petit peu plus. Ensuite, il y a ceux qui font vraiment 1h30, un cycle complet de sommeil, et là, ça va vraiment permettre des régénérations de 2 à 6 heures, c'est ce qu'on dit, pour aider encore plus à récupérer. Mais voilà, c'est vraiment, ça dépend, la tolérance est très différente d'une personne à l'autre. Et puis, il ne faut pas oublier que pas assez dormir, c'est néfaste pour la performance, mais à contrario, et on n'y pense peut-être pas assez, trop dormir, être en excès de sommeil, c'est pas bon non plus. Alors après, excès de sommeil, tout dépend. Si on est en excès de sommeil, c'est parce qu'il y a un problème à côté. Parce que sinon, en soi, on n'est pas vraiment en excès de sommeil. Parce que des fois, plus tu dors, on le voit en vacances, tu vois. Souvent, ça c'est quelque chose de très classique. Tiens, on a le temps, on peut dormir, on fait des siestes et tout. Donc on va plus dormir et on se dit, mais je dors 2 fois plus qu'avant et je suis encore plus fatigué en vacances. Donc tu vois, comment on peut expliquer ça? Ça, je pense que plein de gens l'ont vécu. Ouais, mais alors dans ces cas-là, c'est que certainement il y avait une grosse dette de sommeil accumulée et qu'en fait, il y a besoin de récupérer, tout simplement. Donc il vaut mieux lâcher prise pendant les vacances et récupérer. Et ça peut être le stress, c'est pas seulement une dette de sommeil, mais tiens, on est un peu moins anxieux. Voilà. Et donc. Et ça, c'est un phénomène important. C'est que des fois, les gens pensent qu'ils n'ont besoin que de 6 heures de sommeil et ils tiennent, mais parce qu'en fait, ils tiennent sur l'adrénaline, le stress. En réalité, s'ils étaient plus relâchés, leurs besoins seraient plutôt de 7h, 7h30, par exemple. Hyper intéressant. Alors, on va parler un peu des astuces pour s'assurer d'un environnement idéal ou encore ce genre de choses. Moi, on m'a partagé un petit conseil que je trouve plutôt pas mal, qui est contre-intuitif. On m'a dit avant ta sieste, bois un café. Alors, je me dis, mais c'est bête, parce que si je bois un café, je ne vais pas dormir. On m'a dit, si justement, bois un café avant d'aller à te reposer. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, justement, c'est un conseil qu'on peut entendre et s'il est intéressant ou pas? Parce qu'en fait, le temps que le café fasse effet, la sieste sera finie.
Parce que finalement, le café, quand on le boit, il ne fait pas effet forcément instantanément. Il y a le temps d'assimilation du corps. Donc, si vous prenez votre café et que vous êtes couché dans les 2 minutes, finalement, quand votre sieste est finie au bout de 15-20 minutes, hop, vous avez l'effet du café et donc ça rebooste au moment du réveil. Donc voilà, ça permet, dès qu'on se réveille, on a la caféine qui fait effet. Et donc, on est un peu moins pâteux, on est un peu moins dans les nuages parce qu'on a cet effet-là. Donc effectivement, moi, c'est une petite méthode intéressante. J'aimerais qu'on aborde maintenant un sujet qui concerne plus particulièrement les adeptes de trail et surtout d'ultra-distance, ultra-trail, ce genre de choses, ou vraiment les 24 heures. Dans ces compétitions, on voit souvent, parfois, des coureurs, alors pas forcément les coureurs élites, mais voilà, c'est quand même une minorité. La plupart des coureurs qui vont, on parlait de la Diagonale des Fous, beaucoup de coureurs amateurs, ils vont justement faire ces micro-siestes pendant leur épreuve. Même sur l'UTMB, on le voit. Et on va pas se mentir, dormir pendant une course, ça peut aussi être moi j'ai l'impression que ça peut aussi être à double tranchant parce que d'une part, y a le risque de se démotiver. Franchement, une fois que tu as goûté, voilà, tu es dans ta petite, des fois, il y a une petite tente avec des petits, pas des matelas, mais des espèces de petits, trucs de camping là où tu peux dormir dessus, tu as un risque de te démotiver, tout simplement pas envie d'y aller, en tout cas avec la même intensité que tu avais avant. Et puis, il y en a, à contrario, ça peut effectivement être bénéfique. Toi, l'avantage potentiel en termes de récupération de performance de la micro-sieste dans une épreuve sportive, est-ce que tu la conseilles? Est-ce qu'elle peut être intéressante? Voilà, c'est plutôt à double tranchant. Alors, on peut tout à fait la conseiller parce que ça va vraiment, encore une fois, permettre de la récupération physique et aussi plus de vigilance, une meilleure prise de décision. Donc, dans des courses longues, ça peut être quand même intéressant pour éviter les blessures, les erreurs d'itinéraire, etc. En revanche, les hallucinations. En revanche, c'est mieux de tester quand même avant, de se connaître un peu, de savoir dans quel état on est quand on se réveille d'une sieste. Et puis c'est vrai que la question de la motivation au réveil, peut-être ça va être important de se préparer, pourquoi pas une phrase un peu mantra qu'on va se répéter au moment où on se réveille, qui va nous motiver. On se pose pas la question et c'est automatique, on se répète cette phrase et du coup ça nous motive à repartir parce que c'est vrai que ça peut être un risque. Mais je me souviens, on avait reçu dans le format Le Récit l'année dernière une personne qui avait fait la Swiss Peaks. Je ne sais pas si tu connais, c'est une course assez extrême, quoi, je crois de plus de 300 km. Et lui, justement, ne voulait pas dormir parce qu'il voulait. C'était pas un athlète de haut niveau, mais il voulait avoir de la performance. Et donc, il s'est dit, bon, je pense que je peux le faire. Il a couru ces 2 jours sans dormir. Il avait déjà fait d'autres ultras. Et puis finalement, il s'est rendu compte que c'était une très, très mauvaise stratégie parce qu'il a eu des hallucinations. Alors, il voyait des trucs complètement dingues ou des appels. Il était sûr d'avoir eu des conversations téléphoniques avec sa femme, sa cousine. Il se voyait, il était en Suisse, mais il se voyait chez lui, en Dordogne, je crois, où il habitait. Enfin, c'était des trucs complètement du délire. Et ça a été complètement contre-productif. Et ça, il expliquait en raison d'un manque de sommeil. Donc, il se serait endormi un quart d'heure, en fait, plusieurs fois. Il aurait eu un meilleur temps au final, quoi. Ouais, effectivement. Et en plus, là, il a pris vraiment des risques. Il s'est mis en danger. Est-ce qu'il y a des contre-indications quand même ou si on a par exemple tout le temps envie de faire la sieste, est-ce qu'il y a des choses peut-être qui doivent nous alerter si on a tendance vraiment à beaucoup piquer du nez? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire autour de tout ça? Alors oui, la sieste est déconseillée particulièrement chez les personnes insomniaques. Donc voilà, ça c'est vraiment déconseillé. Les personnes insomniaques, c'est important de faire une prise en charge très globale et la sieste est vraiment contre-productive du fait des questions de rythme qu'on a pu discuter, etc. Donc ça, voilà. Ensuite, la sieste, elle peut être parfois déconseillée pour les gens qui n'arrivent pas à se limiter à leur sieste de 15-20 minutes et qui vont à chaque fois repousser le réveil et puis du coup, qui vont partir dans des siestes trop longues. Ça va pouvoir décaler ensuite leur sommeil le soir, ils vont avoir du mal à s'endormir. Et donc, en fait, pareil, ça donne un rythme qui est complètement anarchique et ça ne va pas les aider à mieux récupérer puis ça va juste entretenir la fatigue. Donc ça, c'est vraiment des situations principales qui posent souci. Pour trancher une fois pour toutes, comment tu pourrais un peu synthétiser tout ce qu'on vient de se dire? Quels sont selon toi les éléments clés à retenir en matière de sieste? Le temps, nous expliquer, est-ce qu'on doit faire ça tous les jours ou est-ce uniquement par exemple quand on a des séances de fractionner? Voilà, pour resynthétiser un peu tout ce qu'on s'est dit. Finalement, la sieste, c'est un moyen de récupérer, mais c'est toujours un moyen de récupérer à minima par rapport à un bon sommeil la nuit. Donc l'idéal, c'est toujours de bien dormir la nuit. Ensuite, la sieste, en cas de dette de sommeil, c'est vraiment utile
pour aider à moins se blesser, à être plus efficace, mieux à l'entraînement, etc. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter à en faire quand il y a besoin. Même si vous n'avez pas besoin, ça donne un petit coup de boost. L'idéal, 20 minutes en début d'après-midi, et là, c'est parfait. Par contre, la sieste, effectivement, à 18h en rentrant du boulot, il y a toutes les chances que ça vous empêche de dormir. Merci infiniment pour tous tes précieux conseils. On se retrouve dès la semaine prochaine pour parler des techniques d'endormissement. On va voir si on peut, comme ça, en un claquement de doigts, tomber dans les bras de Morphée. Ça peut être pratique, justement, sur les ultras ou quand on est en travail pour faire une sieste. Ou le soir, en plein marathon, où on a tendance à cogiter. Voilà, donc j'ai hâte de faire cet épisode et je te dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.